Faudra-t-il aller avec ces processus jusqu'au bout ou faudra-t-il réaménager selon les préalables de certains candidats, Martin Fayoulou, l'Église catholique ainsi que l'ECC. Nous allons essayer d'en parler avec Eric Moutachi qui va devoir analyser aussi cette thématique. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur le juge. Voilà, vous êtes natif d'Elikassi. Effectivement, je suis natif d'Elikassi. Voilà, comme celui qui vient d'être là, lui il est de Dibaya. Dibaya, et vous êtes d'Elikassi. Oui, d'Elikassi, grandi à Elikassi. J'ai fait mes études humanitaires à Elikassi, où j'ai acquis l'esprit humanitaire pour servir non seulement ma nation, mais aussi... Elikassi vous intéresse beaucoup plus par rapport Oui, Elikassi m'intéresse parce que les réalités actuelles m'amènent à me poser 2 ou 3 questions. Comment Elikassi est tombé trop bas comme ça? Trop bas? Trop bas. Mais n'oubliez pas que c'est le fief électoral du gouverneur Kiaboula. Effectivement, j'ai grandi à Likassi. Likassi, c'était une ville où on ne pouvait jamais... comment dirais-je, épiloguer sur un sujet tel que non, il y a hausse du prix de la farine, qu'on appelle sur place Bunga. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc vous imaginez un peu la distance, hein, l'écart devient inquiétant. J'ai été à Likassi, ce n'est plus encore la coquette ville que j'ai connue, ce n'est plus encore Likassi, la belle ville ou la belle vie. Non, c'est une Likassi qui radicalement changé. Alors je me suis dit, il faut quand même prendre le taureau par les cornes et poser ma candidature dans cette ville. Voilà. Donc la ville montagneuse d'Elikassi, mais oui, le processus électoral tel qu'engagé, il y a beaucoup de gens qui demandent beaucoup plus de réformes, ou d'autres demandent assez qu'on puisse s'arrêter et qu'on organise une table autour desquelles plusieurs acteurs seront réunis pour tabler, pour trouver des mécanismes. Martin Fayoulou est allé même loin, demander à ce que l'Église catholique soit parmi les auditeurs ou les auditrices du fichier électoral. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean-David, pour cette question pertinente. Je crois que pour y répondre, qu'il faille situer cette question dans le temps et dans l'espace. J'ai lu un ouvrage intitulé « Le point de départ » de Milan Viskovic. L'auteur nous dit, avant de comprendre le processus d'un fait, il faut commencer par analyser à son point de départ. Lorsque vous prenez les processus, depuis 2006 jusqu'à ce jour, nous partons de contestation en contestation. En 2006, vous voyez, pour nommer le président de la CENI, il y a eu contestation de l'opposition. Il y a même certains partis politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir qui ont appelé au boycott, dont l'UDPS. En 2011, mêmement, on a eu un processus émaillé de violence à la fin. En 2016, mêmement, et jusqu'en 2018, où il y a eu alternance pacifique. C'est pour dire quoi? Généralement, on a trop politisé les processus électoraux dans notre pays. Et je comprends, cette politisation à outrance vient du fait que la CENI elle-même, c'est-à-dire les mécanismes qui entourent la CENI, sont nés à partir d'une convergence politique. C'est-à-dire quoi? Il y a eu un consensus qui a fait naître la CENI. Or, dans les pays dits démocratiques, les élections sont l'apanage du ministère de l'Intérieur. Mais chez nous, on a tellement politisé la CENI à tel point qu'on a mis certains éléments du système CENI et ces éléments-là, lorsque elles ne fonctionnent pas, par conséquent, les autres éléments ne vont pas fonctionner et, ipso facto, la CENI sera bloquée. Et nous sommes dans cette vision, dans cette logique-là. Que faire? Aujourd'hui, j'apprécie, c'est ça la démocratie, l'apport des Fayoulou, l'apport de l'Église catholique, l'apport de l'ECC. Mais je me dis, ils sont aussi piliers du processus électoral. Nous avons vu lorsqu'on est... Mais ils disent que ça mal embarqué, les processus, c'est très mal entamé.
il fallait certainement que tout le monde se mette autour d'une table. Je prends en évidence, je prends ici l'Église catholique et les CC. Mais ils ne sont pas des modèles. L'Église catholique. Et les CC ne sont pas des modèles. On les a donné un temps assez long pour se choisir un candidat à la tête de la CENI. Qu'est-ce que nous avons vu comme réalité macabre? Ils ont traîné. Et il y a les autres qui ont claqué la porte, notamment la CENCO et les CC. Donc, ni était la sagesse du président de l'Assemblée nationale, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le journaliste? Il est question d'entrer dans les processus. Lorsque vous entrez dans les systèmes, même si le système est biaisé au départ, mais il sera difficile au finish que ce système soit toujours biaisé. Mais vous ne voyez pas que c'est accompagner ce système qui est biaisé? Pourquoi accompagner un tel système? Et s'il y a, bon, on ne le souhaite pas, et s'il y a décadence à la fin, on va aussi vous taxer, vous qui avez accompagné. Vaut mieux peut-être se retirer comme a fait Fayoulou, comme a fait le FCC. Si nous prenons cette logique des Fayoulou, c'est la même logique que nous avons vécue avec l'UDPS. En 2006. En 2006. Donc nous sommes dans un processus où, après les élections, j'estime, il faut une table ronde. Une table ronde autour des véritables piliers de ces processus, entre autres la société civile. La véritable, pas cette société civile politisée. Est-ce qu'il y a une société civile? Effectivement, il y en a. Parce que souvent, c'est... Nous avons une société civile véritablement. Laquelle, par exemple? Civile. Vous avez l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des architectes. Voilà la véritable société civile. Mais il y a la politique est partout, hein, surtout lorsqu'on sent qu'il y a les ordres dont on fait allusion. Les politiques peuvent aussi les influencer, on le sait bien. Vous savez, tout ça est parti de la pauvreté, de l'extrême pauvreté de notre population. Vous savez, des sociétés civiles qui sont créées dans les mallettes des partis politiques. Mais lorsque vous allez dans l'ordre des architectes, des avocats, des agronomes, mais ils ont une base, ils ont une assiette. Hein? Ce sont des gens, bien sûr, il n'y a pas des éléments vrais dans ces ordres, mais vous avez quand même des ordres qui se respectent. Mais lorsque vous prenez des gens qui créent des associations derrière leur maison et qui sortent nos sociétés civiles telle place, vous voyez, et infondés dans un parti, à côté d'un parti politique. Alors dites-moi, quelle indépendance ces associations vont afficher vis-à-vis des partis politiques? Absolument nulle. Donc pour le moment, il faut aller avec ces processus. Donc nous devons aller avec ces processus parce que actuellement, réauditer les fichiers électoraux devenait tout simplement à un glissement. Et en glissant, nous allons tout droit vers un dialogue. Et nous savons à quoi nous allons aboutir avec un dialogue des politiciens congolais. Donc nous allons avec ces processus à la fin. Mais quitte, juste après les processus, qu'on convoque une table ronde pour réfléchir, qu'on convoque une table... Et c'est ici où j'appelle les intellectuels congolais. Voilà le moment pour réfléchir. Quels sont les modèles appropriés pour notre processus électoral? Parce qu'à un certain moment, nous avons l'impression qu'on nous a imposé. Regardez bien, toute l'Afrique au sud du Sahara, c'est le même modèle. CENI, dans les autres pays, comité indépendant, et on vous ajoute un concept indépendant, un concept au contenu creux. Vous voyez? Donc il faut réfléchir à un processus électoral propre aux Congolais, propre à la culture congolaise, de façon à éviter tout ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un dialogue, d'un possible dialogue? Parce que selon certains experts, jusque-là, d'ici là, ce sera le mois de septembre, il n'y a pas eu commande d'abord des kits électoraux, parce que la commande devait déjà se faire bien avant. Il n'y a pas certains préalables. Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes allés tout droit vers un probable dialogue? Je crois que dialogue, oui, mais dialogue dans le cadre du processus électoral. Et ici, j'invite le président de la CENI à être attentif aux prétentions des uns et des autres. De créer cette sorte de baraza, hein, cette sorte de table ronde, chaque semaine, chaque mois, surtout avec les partis politiques. Et dans ces dialogues... Mais ils vont accepter. Le problème, c'est quoi? C'est que
le président de l'Assemblée nationale, lui aussi, il est partie prenante, c'est que lui aussi, il est problème. Pourquoi ne pas prendre une personnalité indépendante pour organiser, pour appeler ceux dont fait allusion, Baraza, ou bien l'Église catholique ou les autres confessions? L'Église catholique, je crains fort parce que elle est aussi impliquée dans ce processus. Elle est aussi impliquée. Comme blocage, elle est aussi impliquée. Moi, j'estime à ce moment, il faut plus faire confiance au président. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. Lors de la publication des listes provisoires, l'UDPS était classée en 3e position comme parti politique qui a atteint les seuils. Mais l'UDPS aujourd'hui a crié au favoritisme. Comment les MLC et l'AFDC à débat, ils peuvent être en première position. Personne ne pouvait s'attendre. Monsieur Nanga, moi j'estime que la pression faite aujourd'hui à Monsieur Nanga, elle est tout à fait bien indiquée. Cela permet à Monsieur Nanga chaque fois d'avoir un rétroviseur. Est-ce que ce n'est pas une diversion seulement pour Nanga de vous dire, vous voyez le parti présidentiel, au lieu qu'il puisse occuper la première place, de la 3e place, et à la fin, on risque d'être court-circuité. Non, le président, j'allais dire Monsieur Kadima, pour ne pas... Oui, Kadima, oui, pas Nanga. Oui, Monsieur Kadima. Monsieur Kadima doit savoir aussi, il joue son avenir en tant qu'expert dans cette matière-là, tant sur le plan national, africain et international. Il joue son avenir. Une fois que son avenir est biaisé en RDC, c'est fini, il sera effacé sur le plan international. Donc il est conscient de cette situation. Donc faisons confiance à Kadima. Alors pour terminer, aujourd'hui, il y a eu l'évaluation de l'état des sièges, on vous prend. L'état des sièges, est-ce que faudra-t-il lever ou la poursuite de cette situation exceptionnelle? Moi, je crois qu'il est temps pour nous poser plusieurs questions sur l'état des sièges. Est-ce qu'il faut-il continuer? Moi, je me dis, l'état des sièges, oui, l'état des sièges a produit certains effets positifs, mais il est temps d'élever l'état des sièges pour permettre aux autorités civiles de continuer avec les affaires publiques, mais aussi de permettre maintenant aux militaires de se concentrer sur leur rôle des militaires pour sécuriser non seulement la population, mais aussi les territoires nationaux. Mais semble-t-il que les affairistes là veulent à tout prix que l'état des sièges prenne fin pour qu'ils reviennent aux affaires et que les tueries, les atrocités continuent. Mais heureusement que tous les circuits des affairistes ont été mis sous la grande place publique. Il appartient maintenant aux services de sécurité de les étudier, de les maîtriser pour... Est-ce que ce n'est pas un regret? Parce que c'est sous état de siège que Massissi, Rutshuru, toutes ces contrées-là étaient tombées sous le contrôle du M23. Et même aujourd'hui, malgré l'état de siège, Bunagana est toujours contrôlé par l'M23. Je l'ai dit toujours, cette guerre à l'Est a beaucoup d'implications. Il y a l'implication extérieure et l'implication interne. Et nous avons même chez nous certains fils de ces pays qui sont impliqués dans cette situation-là. D'où il faut nécessairement une stratégie, tant nationale et internationale, pour essayer de mettre fin. Je crois que la logique du chef de l'État dans laquelle il est, c'est une bonne logique. Nous allons arriver à mettre fin définitivement à cette situation de l'Est. En quelques secondes, Eric Mutachimbaya, vous êtes avocat, vous êtes analyste et aussi expert en investissement. Revenons, le chef de l'État aujourd'hui convoque l'évaluation de l'état des sièges, mais au départ, il ne l'a pas fait. Au départ, c'était une décision unilatérale. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a encore biaisé la procédure? Je crois qu'ici, on est devant une question sécuritaire. Or, vous savez que dans un État, la sécurité prime sur le droit. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Vous êtes à Alikassi, la ville montagneuse. Là, il sera tout à l'heure, 20h. Restez branchés sur Télé 50. Ici, il sera 19h, la grande édition des Grâces à Lambeau. Restez branchés. À très bientôt.